Ethereum est systématiquement glorifié. Il est présenté comme la crypto-monnaie qui pourrait supplanter le Bitcoin, celle qui pourrait également être le nouvel Apple, le nouvel Internet de demain, avoir une valeur qui grossirait systématiquement avec le temps. Moi, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, l'Ethereum n'a pas rempli ses promesses et pourquoi il pourrait bien s'autodétruire. Cette vidéo est tirée de mon article Substack duquel je t'invite fortement à t'abonner. Alors, il va falloir que je te présente les classes qui sont les classes d'enjeux dans l'Ethereum et les promesses faites par l'Ethereum. C'est vraiment important que je te présente ça, donc suis bien parce que je vais les réutiliser tout au fil de cette vidéo. Alors, les classes de l'Ethereum, il y en a 4. Il y a la classe des travailleurs, ce sont les mineurs qui participent au travail, donc à la validation des blocs, etc. Ce sont les travailleurs. La deuxième classe, c'est la classe aisée, celle qui a participé à l'ICO de 2015, celle qui est représentée par les dirigeants qui possèdent énormément d'Ethereum, également les venture capitals. La classe numéro 3, c'est la classe des dirigeants, donc l'Ethereum Foundation et Vitalik Buterin, ceux qui prennent des décisions. La classe numéro 4, c'est la plèbe, ce sont les utilisateurs, ce sont nous tout simplement, et c'est la classe la plus nombreuse. Et bien sûr, tu me diras à raison que maintenant, il n'en existe plus que 3 des classes. Oui, maintenant, le travail a été aboli, mais ça va être très important pour moi de te parler de cette classe tout au fil de cette vidéo. Et ensuite, 2 grandes promesses ont été faites par l'Ethereum, par les dirigeants de l'Ethereum au début. Ça va être la première que le code est loi. Donc ça veut dire on va respecter la loi du code. Et la deuxième, ça va être qu'on va abolir le travail. Tôt ou tard, on va abolir le travail. Donc on va abolir le travail, c'est-à-dire qu'on va passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Et d'ailleurs, pour être sûr qu'ils vont abolir le travail et pour garantir à la communauté qu'ils vont abolir le travail, ils vont faire passer cette loi dans le code. Et vu que le code est loi, ils ne pourront pas revenir en arrière, ils devront abolir le travail. Et donc, ça va être introduit dans le code dans un hard fork en début 2015 qui va être appelé Ice Age. Et ce hard fork, il va définir dans le code qu'après 18 mois d'existence, donc après 18 mois environ après le Genesis block, une bombe de difficulté sera lancée qui va augmenter la difficulté de minage de manière exponentielle sur un an avant de, au fil de l'année, rendre le minage totalement impossible et donc faire rentrer l'Ethereum dans cette période d'ère glaciaire où le minage est impossible et donc l'utilisation de l'Ethereum devient impossible. Et donc ça, c'est introduit dans le code de l'Ethereum et donc l'Ethereum Foundation, ils n'ont pas le choix. Après 18 mois, il faudront qu'ils lancent la preuve d'enjeu, sinon la preuve de travail au bout de l'année sera rendue impossible et donc l'Ethereum s'autodétruira de manière certaine si la loi du code est respectée. On est en 2016 et les choses tournent mal. Un hacker a réussi à exploiter une faille qui impacte directement la classe aisée, étant donné qu'il a réussi à dérober 150 millions de dollars d'une DAO qui avait servi à lever les fonds de ses premiers investisseurs, des premiers investisseurs dans l'Ethereum. La classe dirigeante, elle va alors faire une exception sur cette loi du code. Et donc, elle va rompre sa promesse sur le code et loi avec une nouvelle promesse. Cette nouvelle promesse, c'est que ce sera l'unique exception. Le DAO hard fork va avoir lieu, on va faire un retour en arrière dans la blockchain juste avant ce hack pour rendre l'argent aux riches et modifier le code pour pouvoir colmater la faille. Et c'est là où il va y avoir des irréductibles qui vont pas être contents, ils vont dire ok mais là vous avez rompu la loi du code et si vous l'avez rompu une fois, qui nous dit que vous n'allez pas la rompre une nouvelle fois? Pour eux c'est sûr, ça veut dire que l'Ethereum, c'est la preuve que l'Ethereum est gouverné par une poignée de dirigeants et comment faire confiance en leurs promesses à l'avenir. Le problème c'est que la majorité vont faire confiance à ces dirigeants et donc ces irréductibles ils sont amenés à dégarpiller et donc ils vont devoir créer leur propre communauté qui s'appellera l'Ethereum classique. Et avec du recul, ces participants de la loi E-Code, ils avaient vu quelque chose que les autres ne verraient que plus tard. Effectivement, ce DAO hard fork allait être loin d'être la seule promesse brisée de la part des dirigeants de l'Ethereum.
Le temps passe et le passage à la preuve d'enjeu n'a toujours pas pointé le bout de son nez. Et donc on a passé les 18 mois depuis le Genesis Block et la bombe de difficulté s'enclenche bien sûr parce qu'elle est automatique, elle est dans la loi du code. La difficulté de minage augmente comme on peut le voir matérialisé sur la charte de la difficulté de minage et donc l'urgence s'accélère et la classe des dirigeants admet qu'ils ne pourront jamais délivrer à temps cette preuve d'enjeu. Et ils vont arriver avec une solution. Ils vont pas supprimer l'ère glaciaire et la bombe de retardement du code, ils vont tout simplement la retarder. Le problème, c'est que s'ils peuvent la retarder une fois, ça veut dire qu'ils pourront systématiquement retarder cette bombe de difficulté et donc ne jamais assumer les conséquences d'une ère glaciaire qui diluerait à 100% leur part du gâteau et leur richesse. Et donc, ils ne vont jamais respecter la loi du code parce que tout bonnement, ils vont retarder cette bombe de difficulté à 5 reprises. Et donc, ils ne vont jamais devoir payer les conséquences pour promesses non tenues. Ils vont tout simplement briser la loi du code systématiquement. Ils vont donc revenir sur la loi du code à plusieurs reprises concernant cette bombe de difficulté, mais pas seulement. Alors, dans la loi du code, il y a quelque chose d'autre qui est spécifié également, enfin dans la loi du code. Dans le code, il y a quelque chose d'autre qui est spécifié également, le fait que les mineurs vont toucher 5 Ethereum comme récompense pour leur travail, donc par bloc miné. Mais à un moment, les dirigeants ils vont se dire « Ok, mais c'est peut-être beaucoup, 5 Ethereum, et si on les baissait à 3 Ethereum par bloc miné, alors que depuis 2015, les mineurs s'étaient équipés dans des machines coûteuses, qu'ils dépensent énormément d'électricité pour pouvoir valider le réseau, et soudainement, une partie de la classe des dirigeants, donc cette petite classe, la classe des dirigeants, décide de diminuer leur récompense de 5 Ethereum à 3 Ethereum, et c'est appliqué lors du hard fork de Byzantinium fin 2017. Beaucoup vont se plaindre de ce changement et principalement la classe des travailleurs à qui on venait de faire une diminution de 40% dans leurs recettes alors que eux sont en train de sécuriser un réseau qui est censé être garanti par la loi du code et là une partie des dirigeants va soudainement décider de leur réduire de 40% leurs recettes. Le problème c'est que ça arrange tous les autres. Effectivement, cette récompense que touchent les mineurs c'est au final l'inflation et donc diminuer l'inflation ça va arranger les riches comme les utilisateurs comme bien sûr la classe des dirigeants et donc les utilisateurs et les riches vont se ranger du côté des dirigeants, vont dire effectivement c'est une bonne décision et donc cette décision va être appliquée. Et donc les mineurs qui n'accepteront pas cette réduction dans leur récompense, ils sont priés de partir. Le problème c'est qu'ils ont déjà investi énormément d'argent dans des machines de minage et au final miner de l'Ethereum c'est leur gagne-pain et c'est la fonction de leur machine donc beaucoup vont rester. Pour rappel, en 2015, il y avait une promesse qui avait été faite aux riches, aux participants de l'ICO, donc la classe aisée, c'était qu'ils allaient être récompensés à simplement être riches, simplement que détenir beaucoup d'Ethereum. Et le problème, c'est que l'on est 5 ans plus tard et l'abolition de travail n'a toujours pas eu lieu et les riches ne sont toujours pas payés à simplement être riches. Et donc, les tensions montent, la classe aisée commence à s'impatienter. Et là, la classe dirigeante, ils vont arriver avec une solution. Ok, on peut pas encore abolir le travail et on va donc faire en sorte de payer les travailleurs mais également payer les riches. Comme ça, tout le monde est content. Les riches sont payés à simplement être riches et on continue de payer les travailleurs. De toute manière, on n'a pas le choix. On est encore en train de retarder la bombe de difficulté. Et donc, 1er décembre 2020, c'est le lancement de la Beacon Chain. Les riches sont payés à être riches, ils sont contents bien sûr, et les travailleurs continuent de travailler et donc d'être payés à travailler. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on rémunère les riches et également les mineurs. Et là, en rémunérant un peu tout le monde, c'est là où on commence à avoir des inquiétudes sur l'inflation. Pour calmer ces inquiétudes sur l'inflation, la classe dirigeante, elle va arriver avec une nouvelle solution. Alors, nouvelle, non, pas vraiment. Le IP 1559 va une nouvelle fois réduire les salaires des ouvriers, donc des travailleurs, les mineurs. Faut savoir que les travailleurs, donc les mineurs, ils vont se rémunérer de deux manières. On a déjà dit l'inflation, que d'ailleurs ils ont déjà réduit de 5 à 3 Ethereum par le passé, on en avait parlé juste avant, et ils sont rémunérés également par les frais de transaction qui transitent dans les transactions qui sont validées dans des blocs.
Ces frais de transaction, à partir de l'EIP 1559, plutôt que d'arriver dans la poche des mineurs, la team fondatrice, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, ok, on va supprimer ces frais de transaction. Et donc, comme ça va faire un mécanisme de burn et ça va réduire l'inflation. Donc, une nouvelle fois, on va sacrifier la classe ouvrière qui va toucher un plus petit salaire au profit de tous les autres, car les riches, donc, ils vont continuer de toucher leur salaire grâce à la Beacon Chain juste à être riches, et on va diminuer l'inflation pour tout le monde, mais bien sûr, diminuer cette inflation pour tout le monde, c'est impacter le salaire de ceux qui travaillent. Septembre 2022, c'est le moment que tout le monde attendait. C'est le moment où enfin les riches sont payés à être riches et on abolit définitivement la méritocratie, la récompense par le travail. Et donc en supprimant toute une classe de la part de l'Ethereum, donc une classe de récompense, les travailleurs, on va supprimer cette inflation qui était donnée à ces travailleurs. Et c'est là où en supprimant cette inflation couplée au burn de l'EIP 1559 qui détruit les frais de transaction dans chacun associés à chacune des transactions, on va avoir un Ethereum qui va passer momentanément déflationniste. Donc il est déflationniste ou proche de l'être, comme tu peux le voir sur ce graphique qui est tiré de ultrasound.money. Franchement, sur Twitter, tout le monde s'en réjouit. Je ne vois quasiment personne remettre en question le fait que l'Ethereum déflationniste soit un problème. Mais moi, je vais te donner mon point de vue pourquoi, selon moi, l'argent facile n'existe pas et pourquoi cette EIP 1559 couplée à la merge pourrait voir l'Ethereum tout simplement s'autodétruire. Au même titre qu'il va falloir de l'essence pour pouvoir faire tourner ta voiture, il va falloir de l'essence pour pouvoir faire tourner tes actions dans la blockchain. Et quelque chose que les personnes ont oublié depuis quelques années, c'est que l'Ethereum, c'est de l'essence, c'est du gaz. C'est une ressource destinée à être utilisée. En rendant le gaz rare, les dirigeants de l'Ethereum, ils essaient de créer de la valeur pour les riches et eux-mêmes. Le problème, c'est qu'ils le font au détriment du système. On va essayer de se demander, est-ce que c'est compatible de rendre une ressource destinée à être utilisée rare? Es-tu incité à dépenser une réserve de valeur? Non, parce que le but justement d'une réserve de valeur, c'est de la garder pour le long terme. Est-ce que c'est mal de ne pas dépenser une réserve de valeur? Bah non, parce que justement, c'est une réserve de valeur, le but est qu'elle prenne en valeur pour le moment où tu dois la dépenser. De la même manière, es-tu incité à dépenser tes Ethereum? Eh ben non, tu vas être découragé d'utiliser tes Ethereum pour 3 raisons. La première, c'est que si tu utilises le réseau Ethereum, tu vas devoir dépenser des Ethereum qui sont une réserve de valeur. Donc, tu vas être découragé de les dépenser. La deuxième, c'est qu'en plus de diluer ta part du gâteau en dépensant des Ethereum pour interagir sur la blockchain, ces Ethereum, ils sont burn, ils sont détruits, diluant encore plus ta part du gâteau parce que le gâteau global diminue. Et en plus, troisième point, ces Ethereum que tu as détruits, tu avais un coût d'opportunité, tu aurais pu gagner de l'argent dessus parce que tu es récompensé à être riche. Donc, tu aurais pu gagner de l'argent au lieu d'en dépenser. Et est-ce mal de ne pas dépenser ces Ethereum? Eh bien oui, au final, rendre une ressource rare et donc en faire une réserve de valeur, ça fait qu'on va diminuer son utilisation. Et dans le cas d'une blockchain, ça va faire que les développeurs de Web3, les développeurs qui vont nécessiter de l'adoption de la part de beaucoup d'utilisateurs, petit à petit, ils vont aller là où les utilisateurs sont, là où les utilisateurs ne vont pas avoir peur de faire tourner des contrats et de dépenser leur gaz. Et donc, ça va favoriser des blockchains alternatives comme Cardano, Polkadot ou Cosmos. Beaucoup de conclusions à cette vidéo. Premièrement, tout cela semble familier. On a une classe dirigeante qui n'a payé aucune conséquence à ne pas accomplir toutes ces belles promesses. Pourquoi ils n'ont pas payé aucune conséquence de leurs actes et de leurs promesses? Tout simplement parce qu'ils le peuvent, parce qu'ils ont le contrôle. Au lieu de ça, la classe dirigeante, elle a systématiquement pénalisé la classe des travailleurs pour pouvoir satisfaire les riches. Eux également font partie de la classe aisée et donc systématiquement augmenter leur part du gâteau personnel. À présent, les riches, ils sont payés à rien faire, tandis que les simples utilisateurs de la blockchain, ceux qui tentent de s'en sortir et d'utiliser les ressources disponibles, vont systématiquement diluer leur part du gâteau à chaque interaction.
Et cette lutte des classes, elle est perdurée par la complicité de ceux qui profitent à chacune des décisions de la classe dirigeante aux dépens de la classe ouvrière. Ça semble vraiment familier, non ? Et à présent, on est en plus dans une situation où les décisions de la classe dirigeante ont été amenées à aller systématiquement dans la direction des riches. Donc ça veut dire, étant donné que la classe dirigeante fait également partie de la classe aisée, ont systématiquement bénéficié pour leur propre portefeuille, mais on pourrait avoir enfin une situation où c'est le serpent qui se mord la queue, où rendre une ressource rare pourrait leur faire perdre la course dans les deux tableaux où ils tentent de jouer, la course vers une réserve de valeur qu'ils vont perdre contre Bitcoin parce que tu ne peux pas battre Bitcoin, un réseau 100% décentralisé dans cette course. Et la seconde course, c'est d'être la blockchain du Web 3.0, de l'Internet de demain. Et en rendant leurs ressources rares, ils vont pouvoir au final contribuer à l'ascension des blockchains alternatives où l'utilisation va être décuplée parce que les utilisateurs ne vont pas avoir peur d'utiliser leur gaz dans ces blockchains alternatives. Et cerise sur le gâteau, en favorisant systématiquement les riches, les dirigeants de l'Ethereum, ils ont offert sur un plateau l'Ethereum au pays qui rassemble le plus de richesses, les États-Unis. Effectivement, la majorité des venture cap, des validateurs, des startups Web3, des sièges d'échange, etc., ils sont situés aux États-Unis. Et le système fiduciaire que l'on essayait d'échapper, il est de retour. Les riches s'enrichissent, les utilisateurs du système s'appauvrissent, la concentration du pouvoir, elle est aspirée par les États-Unis. Le Web3 que l'on voulait décentraliser, il subit déjà la censure après seulement un mois de passage à la Proof of Stake. Les belles promesses de dirigeants non tenues et l'absence de conséquences perdurent. Et enfin, les décisions, elles sont prises par une poignée d'élites. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous avez un avis sur le sujet. Moi, je suis un Bitcoiner comme vous le savez et donc je pourrais être biaisé. Je vous invite fortement à me donner votre avis dans les commentaires, même s'il est négatif par rapport à ce que moi j'ai dit. Ça pourra complémenter la vidéo et je répondrai aux commentaires à mon avis en fonction des commentaires pour pouvoir faire avancer le débat. N'oublie pas bien sûr de liker cette vidéo, de la commenter pour le référencement, de la partager si tu penses que ça pourrait être intéresser d'autres personnes autour de toi, de t'abonner à mon Substack, à ma chaîne YouTube et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est ciao!